j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va me permettre de faire le point avec vous sur mes lectures du mois d'octobre, de vous dire ce que j'ai pu en penser et de vous parler de mon dernier coup de cœur puisque en octobre, à l'image des 2 mois précédents, j'ai ressenti un coup de cœur. Ma pire lecture du mois d'octobre, je ne vais pas vous en parler en détail dans cette vidéo puisque je vous en ai déjà parlé dans mon précédent vlog, mais juste en passant, c'est le tome 3 de la trilogie Apocalypse Blues de Chloé Jo Bertrand, livre auquel j'ai mis la note de 1 sur 5. Donc voilà, ça fait plutôt mal quand on sait que j'avais adoré le premier tome et que j'avais eu un coup de cœur pour le tome 2. Là, 1 sur 5 pour ce 3e et dernier tome dont j'aurais vraiment pu me passer si j'avais su. Encore un 1 sur 5 avec le livre suivant, ça ne l'a vraiment pas fait. C'est La disparition des enfants Greystone, donc c'est écrit par Margaret Peterson Addix. J'ai reçu ce livre en service presse de la part des éditions Hachette. Il est tout récemment sorti en poche aux éditions Le Livre de Poche. Je m'attendais à du très bon, j'en ai été pour mes frais parce que j'ai été tellement désappointée par cette lecture qui me semblait pleine de promesses, pleine de mystères, pleine de rebondissements. Le point de départ de cette histoire, c'est qu'on a 3 enfants qui sont frères et sœurs. Ce sont les enfants Greystone et un jour, ils vont voir aux informations qu'il y a à l'autre bout du pays 3 autres frères et sœurs qui ont disparu. Mais là où ils se retrouvent franchement intrigués, c'est que ces frères et sœurs qui ont disparu ont les mêmes prénoms qu'eux 3 et partagent également les mêmes dates de naissance. Alors, ce ne sont pas des copies conformes au niveau physique, mais il y a quand même des ressemblances qui leur font se poser des questions et ce qui va les faire se questionner davantage, c'est le comportement de leur mère qui, apprenant cela, va changer du tout au tout et va disparaître à son tour. Voilà. Alors, c'est auréolé de mystère, ça partait très bien, j'adorais le point de départ de cette histoire, mais ce qui m'a déplu au plus haut point, c'est que l'auteur ne fait que faire monter la sauce à tel point que nos attentes sont de plus en plus élevées et finalement ça retombe comme un soufflet. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de va-et-vient, il y a beaucoup de répétitions, le récit n'avance véritablement que vers la moitié du livre, donc il serait temps, et la résolution du mystère m'a laissée franchement dubitative et ne m'a pas plus passionnée que ça. Voilà, donc pour toutes ces raisons, ça a été une lecture qui s'est révélée laborieuse, peu intéressante à mon sens. Je peux comprendre que voilà, c'est un livre qui peut convenir à certaines personnes, à un certain public. C'est un récit pour la jeunesse, mais n'ayant pas perdu mon âme d'enfant, j'espérais vraiment l'apprécier davantage. Voilà, ça n'a pas été le cas. C'est le premier tome d'une série, trilogie, je ne sais pas trop, mais ce qui est sûr, c'est que en ce qui me concerne, je m'arrête là. J'ai déjà eu du mal à aller jusqu'au bout. Ce n'est pas pour m'infliger la suite, voilà. Heureusement, mes lectures suivantes se sont révélées beaucoup plus satisfaisantes, à commencer par le premier tome de la série Lizzie Martin. C'est écrit par Anne Granger et le premier tome s'intitule Un intérêt particulier pour les morts. C'est sorti il y a bien longtemps de ça maintenant aux éditions 10-18. C'est une série qui est très longue et qui comporte pour le moment 7 ou 8 tomes en français, mais je sais qu'en anglais la série est bien plus avancée. C'est un roman policier qui se passe en pleine période victorienne à Londres. On est au 19e siècle puisque ça se passe en 1864 de mémoire. Et c'est un livre qui traînait dans ma pile à lire mais depuis tellement longtemps, vous n'avez même pas idée. C'est l'une des plus anciennes reliques de ma pile à lire. Je crois que j'avais ce livre en ma possession depuis 2015. Voilà. Donc vraiment depuis très longtemps, depuis les tout débuts de ma chaîne YouTube. Je crois que je me l'étais acheté à l'époque parce que j'en avais entendu de bons avis, mais je ne l'avais pas lu jusqu'à présent parce que c'était pas du tout, ce qui est très paradoxal, ce qui n'était pas du tout à l'époque mon genre de lecture. Alors, j'oserais pas prétendre que le genre policier est soudainement devenu ma came du jour au lendemain. Vous savez que moi, c'est pas trop mon truc.
mais depuis quelques mois je m'intéresse fortement au Cozy Murder, au Cozy Mystery. Ce livre n'est pas, qu'on se le dise, un Cozy Mystery parce qu'il ne remplit pas toutes les petites conditions pour faire partie de ce sous-genre de la littérature. Il manque en fait l'aspect humoristique. Voilà, il n'y a pas du tout une once d'humour. Mais je me suis dit, vu que je commence à bien aimer les petites enquêtes assez légères, peut-être que celle-ci saura me plaire. Et en réalité, j'ai bien aimé ce livre puisque je lui ai mis la note de 3 sur 5, donc je suis très contente. J'espérais quand même apprécier un petit peu plus que ça, mais j'ai passé un suffisamment bon moment pour que ça me donne envie de me procurer le tome 2. En plus de ça, je l'ai lu il y a vraiment pas longtemps, pendant la période d'Halloween, et je trouvais que l'ambiance de ce récit se prêtait à merveille à cette période de l'année, parce qu'au niveau des points positifs, c'est vraiment l'ambiance qui fait tout. Alors, je vais d'abord vous résumer un petit peu l'histoire. Donc Lizzie Martin, c'est une jeune femme d'une trentaine d'années, donc considérée comme une vieille fille, désargentée, qui va accepter un poste de dame de compagnie auprès d'une dame qui habite à Londres. Et quand Lizzie Martin va prendre son poste, elle va apprendre que la précédente dame de compagnie a été kidnappée et assassinée. Voilà. Et lorsqu'elle va rencontrer le policier chargé de l'enquête, qui s'appelle Benjamin Ross, elle va être très surprise de reconnaître cet homme comme étant un jeune garçon qu'elle a connu lorsqu'ils étaient tous les deux enfants, lorsque lui travaillait dans des mines de charbon. Donc voilà, ils ont une espèce de passé commun. Elle, c'était une fille de docteur. Le docteur s'est occupé de l'éducation de Benjamin Ross. Ça lui a permis de quitter la mine, de gravir les échelons. Bref, tout ce passé va les rapprocher et ils vont collaborer ensemble pour les besoins de l'enquête. Voilà le point de départ de cette histoire, le contexte un petit peu. Et comme je vous le disais il y a un instant, gros point positif, l'ambiance. L'ambiance sombre, l'ambiance glauque, avec des odeurs qui ont l'air absolument nauséabondes, un brouillard à couper au couteau. Vraiment, on nous plante un décor extrêmement immersif et c'est comme si on y était. On visualise très bien les bas-fonds de Londres qui côtoient les maisons un peu plus huppées des quartiers plus riches. Ce qui m'a également plu, c'est l'héroïne Lizzie Martin. Elle n'est pas niaise pour dessous. C'est une jeune femme qui est réfléchie, dégourdie, indépendante, intelligente et vraiment elle ne possède que des qualités. Elle m'a fait un fort effet et franchement je sais que rien que pour cette héroïne je serais très curieuse et très heureuse aussi de poursuivre la série tellement j'ai beaucoup aimé Lizzie. Maintenant il y a quand même quelques points négatifs parce que c'est pas pour rien que j'ai mis un 3 sur 5 à ce livre. Point négatif, je dirais l'enquête. L'enquête elle est assez faible, hein. Elle n'est pas hyper passionnante, elle est assez convenue. Je me suis rapidement doutée de l'identité du meurtrier, donc voilà, ça c'était un petit peu le point faible. Après je me dis bon, c'est un premier tome, peut-être que les intrigues suivantes sont un petit peu plus léchées, on verra. Lecture suivante, toujours la même note et un petit peu la même ambiance puisque là aussi on est dans un récit historique qui se passe également à Londres. Donc c'est L'orpheline de Foundling, c'est écrit par Stacey Hall. Et je remercie les éditions Michel Lafon de m'avoir fait parvenir ce roman que j'ai bien aimé puisque là aussi j'ai mis un 3 sur 5 et ça me donne d'autant plus envie de découvrir le premier titre de l'auteur qui a eu un joli succès et qui est Les sorcières de Pendle. Je me le prendrai peut-être en poche pour le coup, mais ce qui est sûr c'est que je me le procurerai parce que oui, j'ai vraiment été agréablement surprise par ce titre. Alors même si ça se passe à Londres et que c'est un récit historique, ça se passe pas à la même époque que le Lizzie Martin qui se passe vraiment pendant l'ère victorien. Là c'est plutôt, on est au siècle précédent et c'est la période géorgienne puisque le récit se passe en 1748, donc oui, quasiment 100 ans avant le Lizzie Martin. C'est un récit à point de vue alterné, on va suivre deux jeunes femmes. La première qui s'appelle Bess, qui est pauvre, qui travaille comme marchande ambulante sur le port. Elle vend des crevettes avec son père.
et elle va tomber enceinte et elle n'a pas du tout les moyens financiers de s'occuper de son bébé. Donc le lendemain de sa naissance, elle va aller l'abandonner dans un orphelinat, d'où le titre du livre, L'orpheline de Foundling. Mais elle se promet quand même que d'ici quelques années, lorsqu'elle aura les moyens financiers de s'occuper de sa fille, elle reviendra la chercher. Le temps passe, Bess a une situation similaire à précédemment, mais elle a quand même réussi à mettre 3 sous de côté, donc elle se présente à l'orphelinat pour récupérer sa fille, et là, coup de théâtre, sa fille a déjà été adoptée par une autre femme qui s'est fait passer par Bess le lendemain de son abandon. Je vous parlerai pas de l'autre femme parce que ce serait déjà un peu vous spoiler le récit. Là, je vous en ai déjà dit suffisamment pour, à mon avis, vous donner envie de vous plonger dans ce livre, qui est très bon, qui est vraiment très bon. Là aussi, on insiste beaucoup sur le contexte historique, sur eh bien, la condition des femmes de l'époque, qui est loin d'être favorable, vous l'imaginez bien. Et c'est un récit très riche, très bien écrit, très satisfaisant, bien rythmé, je trouvais également. Et ça m'a beaucoup plu. Là où j'ai déchanté, parce qu'au départ j'étais tellement emballée par ma lecture, si vous voulez, que je sentais déjà le coup de cœur se profiler. Mais en avançant dans le récit, j'ai tout de même un tout petit peu déchanté et j'ai un peu moins apprécié la seconde partie, la partie où Bess retrouve sa fille. Voilà, c'est compliqué parce que je veux vous donner mon avis, mais je veux pas non plus trop vous en dire. Mais la deuxième partie m'a moins convaincue pour plusieurs raisons, voilà. J'ai aimé être dans la tête de nos 2 personnages principaux, notamment l'autre femme. Elle a une personnalité extrêmement complexe, elle a vécu un traumatisme, du coup ça a eu beaucoup de conséquences sur son mode de vie actuel. Et voilà, j'ai trouvé que c'était une femme absolument passionnante. Le deuxième point négatif que j'ai noté, et qui n'a fait qu'ajouter de l'eau à mon moulin, étant donné que je vous dis que la deuxième partie m'a pas trop convaincue, c'est la fin. Alors la fin m'a un peu désabusée. Hein. Je l'ai trouvée trop mielleuse. Je n'ai pas compris cette fin en fait, je n'ai pas compris. Voilà, je n'ai pas d'autre terme en tête que de vous dire que la fin était trop mielleuse. Mais ça reste un livre que j'ai envie de garder, que j'ai envie de relire plus tard, parce que l'ambiance, encore une fois, l'ambiance m'a énormément convaincue. On monte encore d'un cran dans mon échelle d'appréciation puisque je passe au livre auquel j'ai mis au mois d'octobre la note de 4 sur 5. Il y en a 2. Le premier, je vous en dirai rien parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé dans mon vlog du mois d'octobre. Si mon avis vous intéresse, je vous renvoie à cette vidéo. Mais sachez en tout cas qu'en octobre, j'ai lu Les gens heureux lisent et boivent du café. C'était mon premier Agnès Martin-Lugan. J'ai adoré cette lecture. Je lui ai mis la note de 4 sur 5. Ça aurait pu être davantage. Un roman très satisfaisant sur le deuil. Encore un 4 sur 5, c'est le tome 3 de L'Assassin Royal de Robin Hobb, sorti aux éditions J'ai lu, donc en poche. Moi je me prends pas les intégrales, je vois énormément les intégrales tourner un peu partout, mais je sais pas, je trouve que les livres sont trop gros, le papier c'est du papier à cigarette, il n'y a pas un confort de lecture comme il peut y avoir dans ces versions poche. Je me rappelle que j'avais beaucoup rouspété en lisant le premier tome et en signifiant qu'il y avait des coquilles, mais je crois que c'était plus le cas dans le tome 2 et là dans le tome 3 je n'y ai pas du tout fait attention, donc je pense qu'il n'y en a pas, ou en tout cas ça ne m'a pas choqué ni dérangé, et je trouve les couvertures très sympas. Peut-être que ça vous étonne quand je vous dis que j'ai mis la note de 4 sur 5 à ce livre, parce que c'est vrai que les 2 tomes précédents m'ont valu des coups de cœur et mes attentes étaient encore une fois très élevées. Je m'attendais encore à ressentir un coup de cœur, c'est ce que j'espérais en tout cas, mais ça n'a pas été le cas. Quoi qu'il en soit, un 4 sur 5 c'est loin d'être une horrible lecture, hein. C'est au contraire une excellente lecture. J'avais envie d'avancer davantage dans cet arc narratif, voire de passer à un nouvel arc narratif, mais ce sera le cas dans le prochain tome, puisqu'avec le prochain tome, on débute une nouvelle trilogie, un nouveau cycle plutôt. Mais c'est pas que je me suis ennuyée, mais je trouvais que parfois, on tournait un peu en rond. Il y avait certains problèmes de rythme, ça avançait pas aussi vite que je l'aurais souhaité. Il y avait là aussi des va-et-vient qui m'ont un petit peu dérangée. Maintenant, les personnages sont tout aussi exceptionnels et charismatiques que d'habitude. Ce sont des personnages absolument incroyables, impossible de se les enlever de la tête. Ils ont tous une personnalité folle
et l'écriture de Robin Hobb, du moins la traduction, hein, parce que pour ce qui est de l'écriture je n'en sais rien, mais la traduction est toujours très très bonne. C'est un plaisir de lire les descriptions, de lire les passages plus actifs de l'histoire. Oh là là, mais j'ai adoré. Et puis ça évolue encore davantage dans les relations qu'entretiennent les personnages entre eux. Et il y a des moments voilà, qui sont très touchants, très intenses. J'ai beaucoup aimé la fin de ce tome qui était mais complètement inattendu. J'en attendais pas moins de la part de l'auteur. Mais c'est vrai qu'il y a eu un creux vers le milieu du livre où je me suis dit, bon, c'est un petit peu lent quand même. Finalement, mon coup de cœur du mois d'octobre, j'en ai un tout petit peu parlé dans mon vlog, mais bon, non seulement je n'étais pas très en forme, et en plus de ça, j'ai pas eu le temps de finir cette histoire lorsque j'ai conclu mon vlog. Du coup, je me suis dit, je vais vous en reparler dans cette vidéo, sans surprise. C'est Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery, sortie aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Et excellent moment de lecture en compagnie d'Anne. Je connaissais déjà l'histoire pour avoir vu la série. Maintenant, vu que j'ai lu le premier tome, je me suis rendu compte que la série n'était pas forcément fidèle au récit, ou en tout cas oui pour les débuts, et puis après la série s'en est complètement détachée. Ça m'a apporté une petite frustration du coup parce que j'aimais tellement ce que je lisais que j'aurais voulu que ce qui se passe dans les saisons 2 et 3 soit présent dans le livre. Alors pour vous résumer brièvement cette histoire, ça se passe à Avonlea, Avonlea étant situé au Canada. Et on a un frère et une sœur qui vivent ensemble, qui sont vieilles filles et vieux garçons. Et ils tiennent une ferme et comme ils vieillissent, ils se disent ce serait bien d'avoir un petit peu d'aide. Ils vont se décider à adopter un orphelin, sauf que coup du sort, l'orphelin va s'avérer être une orpheline, Anne. Et au début, Marilla n'a pas du tout envie de garder Anne avec elle. Déjà parce que c'est une fille. Et en plus de ça, parce qu'Anne est une enfant très particulière. Elle a une imagination débordante, elle parle à la nature qui l'entoure, elle donne des petits noms à tout ce qui l'entoure également. Et elle vit dans son monde. Mais évidemment, Marilla va faire comme Matthew, c'est-à-dire elle ne va réussir qu'à s'attacher profondément à l'enfant et à décider de l'adopter. Voilà. J'ai trouvé que c'était un récit extrêmement bien écrit, extrêmement bienveillant, très touchant. Le cadre champêtre et bucolique et absolument immersif. Et si vous voulez, j'ai lu ce livre dans une période assez compliquée de ma vie où j'ai perdu mon dernier animal de compagnie, mon petit lapin. Et si vous voulez, c'est un livre qui a su réconforter un petit peu mon cœur meurtri. J'ai vraiment lu ce livre au bon moment, ça m'a fait un bien fou. Par contre, ça se voit que c'est un récit qui est pas tout jeune. Parce que, un peu à l'image des Malheurs de Sophie, la comtesse de Ségur, c'est un récit qui donne des morales. Voilà, on sent que ça a été écrit pour apporter des morales. Si vous faites des bêtises, voilà ce qui risque de vous arriver. Et puis, il faut savoir en tirer des leçons de son comportement, etc. Voilà, c'est ce genre de récit-là. Ça a été écrit pour les enfants, pour éduquer les enfants de l'époque. Mais maintenant, c'est pas lourd, c'est pas non plus trop moralisateur. Et par bien des aspects, Anne m'a fait penser à Sophie dans Les Malheurs de Sophie, qui est donc un récit que j'ai adoré découvrir quand j'étais enfant et que j'ai relu il y a 1 ou 2 ans d'ailleurs. Les Malheurs de Sophie, c'est une succession de petites anecdotes, de bêtises. Là, c'est plus étoffé quand même. Il faut vraiment lire ce livre pour l'ambiance et le côté réconfortant que cette histoire dégage. J'aurais adoré lire ce livre étant enfant et je pense que je le mettrai dans les mains de mes enfants dans quelques années pour qu'ils puissent découvrir tout ça avec des yeux émerveillés. C'est très bien écrit, très bien traduit. Je vais vous lire simplement ce qui est écrit ici. Au lieu de dire que Anne est hypersensible, l'auteur écrit « Âme de feu et de rosée, elle ressentait les plaisirs et les peines de la vie avec une intensité décuplée. » Mais c'est tellement ça et ça me parle tellement. Bref, j'ai vraiment pris un pied incroyable en lisant ce livre. Je sais pas encore quand est-ce que je lirai les prochains. J'ai pas envie de les lire non plus de manière trop rapprochée parce que je crois que je risquerais de moins les apprécier à leur juste valeur. Mais j'espère qu'à l'image de ce moment de vie où ça a été compliqué pour moi, je saurais avoir le nez pour trouver ces petits moments où
Il me faut me replonger dans le monde qu'a inventé Lucie Maud Montgomery. C'était tellement beau. Et voilà, c'est avec ce coup de cœur que s'achève ma vidéo de mes lectures du mois d'octobre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, j'arrête de blablater et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!